Bonsoir à tous, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Ok, bah, Yes. bienvenue. Donc on est déjà un peu moins d'une cinquantaine. On va commencer tranquillement et je pense que les prochains participants nous rejoindront un peu pendant ou après l'introduction. Donc déjà, merci à tous d'être présents ce soir pour donc ce webinaire consacré aux pathologies neuromusculaires en soins critiques. Donc c'est un webinaire en partenariat entre l'ANJMIR, donc qui est l'Association nationale des jeunes médecins intensivistes et réanimateurs, et l'Association nationale des assistants et internes en neurologie de France, donc comme on le fait souvent. Donc cette session sera co-modérée par moi-même, donc Louis Pot, qui suis membre de l'ANJMIR, et un autre Louis, qui est membre de l'Association des jeunes neurologues. Et donc on a le plaisir aujourd'hui d'aborder quatre thématiques différentes, tout en lien avec des pathologies neuromusculaires et leur prise en charge notamment à la phase aiguë. On a le plaisir d'avoir donc trois invités experts du sujet. Je prends juste le temps de remercier notre partenaire LAPA qui nous accompagne tout au long de l'année et qui nous permet de financer l'organisation d'événements pédagogiques comme celui-ci. Je donne tout de suite le partage d'écran et la parole au docteur Marion Mazingue, qui travaille à la Pitié-Salpêtrière à Paris et qui va nous parler des polyradiculonévrites démyélinisante aiguë, donc du syndrome de Guillain-Barré. Ce que je vous propose, si ça vous va, c'est de poser vos questions dans le chat. À la fin de chaque topo, on fait une petite partie de réponse aux questions. Je me permets juste de vous signaler que si vos questions concernent la ventilation des syndromes de Guillain-Barré ou des myasthénies, il vaut mieux les garder pour le topo du docteur Adam Sellier qui travaille plus en réanimation. Et puis voilà, on égrènera les questions au fur et à mesure de la session, dont l'objectif c'est 1 heure. Parfois on déborde un petit peu. Mais voilà, donc sans plus tarder, je laisse la parole au docteur Marion Mazingue j'enlève mon partage d'écran. Hop. Euh, euh, Bonjour à tous déjà, et puis merci aux deux syndicats pour cette invitation. Donc, je vais effectivement vous parler du syndrome de Guillain-Barré. Alors, on me dit qu'il faut... Ah, c'est bon. Bon. Hop, c'est celui-là. Donc j'en profite pour rappeler que la session est enregistrée. Là, j'ai vu qu'il y avait des gens qui demandent à l'enregistrer. On l'enregistre nous et elle sera disponible sur notre site et puis sur le site de l'Association des jeunes neurologues. Ouais, nous aussi, on la diffusera sur notre chaîne YouTube de la Nymphe. S'il y a des neurologues qui nous regardent, ils ont l'habitude d'avoir les webinaires qui sont retransmis derrière. Hop, est-ce que vous voyez mon écran Ouais, en tout à plein fait. écran? C'est bon? Ok, et ben donc c'est parti. Donc je vais vous parler effectivement du syndrome de Guillain-Barré en soins critiques et je vais avoir comme fil rouge de ma présentation un cas clinique réel bien évidemment, qui est celui d'une patiente de 49 ans qui a aucun antécédent. Mi-mai 2025, elle a une chirurgie mandibulaire, ce qui fait qu'elle est probablement un peu dénutrie parce qu'elle a du mal à s'alimenter après. Coup sur coup, elle fait une virose et avec des vomissements répétés fin mai. Et le 31 mai, elle installe assez rapidement un déficit moteur des quatre membres. Elle a des douleurs lombaires, des troubles sensitifs des quatre extrémités, non longueur dépendante, et une orthopnée. Et donc ça, c'était le début des symptômes, c'est le 31 mai. Le 2 juin, donc 3 jours plus tard, à midi, elle consulte au service des urgences où elle est examinée. Elle a un déficit proximal des quatre membres, distal également, axial puisque la flexion et l'extension cervicale sont déficitaires. Il y a un début de diplégie faciale sur la base d'un signe de soupe, donc avec un petit déficit des orbiculaires des lèvres. Elle a des troubles de la déglutition, une respiration paradoxale avec son orthopnée. Les réflexes ne sont pas retrouvés en achilléen et elle a le temps d'avoir des gaz qui montrent une capnia 41, une protéinorachie dans les limites de la normale, sans méningite, normoglycorachie. Et puis ça va très vite pour Madame G, puisque 4 heures plus tard, elle est intubée et transférée en réanimation.
Alors, après, il n'y a plus que moi qui va parler, mais je voulais juste vous demander, sur la présentation clinique, très rapidement, est-ce que certains d'entre vous, si finalement on s'arrête sur les deux premières diapos, ont des idées des signes de gravité qu'on pouvait déjà mettre en évidence et qui nous laissaient penser que ça allait se dégrader ou en tout cas qu'il fallait surveiller de très près en réanimation cette patiente? Il y en a quelques-uns. La diplégie faciale, ouais, tout à fait. Diplégie faciale, ça va souvent en fait avec troubles bulbaires. Quand on regarde les articles, je vous en reparlerai. Mais effectivement, ça fait partie des choses qui nous font tiquer et qui nous inquiètent. L'évolution rapide, la PCO2, ouais, je suis d'accord que 41 chez une patiente qui a aucun antécédent, c'est un peu limite. Ok, bah c'est bien. L'atteinte cervicale aussi, tout à fait. La respiration. Bon, parfait. Bah, vous savez tout en fait. Je pourrais m'arrêter là. Mais je vais quand même continuer. Et voilà, je vais pas mal me servir dans cette présentation de cet article de 2023. C'est les recommandations en fait, sur le Guillain-Barré de la Peripheral Nerve Society, à la fois sur le diagnostic, le suivi, le traitement, enfin tout ce que vous voulez. Et donc, eux, ils retiennent, et je suis assez d'accord avec eux, ces facteurs de risque sur la présentation. Le fait qu'il y a entre le début des symptômes et l'admission à l'hôpital moins de 7 jours, ça c'est inquiétant. L'incapacité à tousser qui va avec l'atteinte respiratoire. Un score sur l'échelle de GBS Disability Score que je vous ai remis juste en dessous, qui est égal ou supérieur à 4, c'est-à-dire que le patient ne peut pas marcher sans aide. L'incapacité de relever les bras plus haut que l'horizontale, donc l'atteinte proximale. L'atteinte cervicale, comme vous l'avez dit, c'est franchement à risque. Et puis des anomalies sur le bilan hépatique, ça je vous en reparlerai, c'est souvent en fait plutôt satellite d'une infection, notamment par Campylobacter jejuni, ou par l'hépatite E par exemple, qui peut exposer à des formes plus graves. Quand sur l'examen clinique, une spirométrie avec une CV inférieure à 60%, la nécessité d'aspiration ou des signes dysautonomiques sont aussi des signes de gravité. Et donc, une fois que vous avez examiner un peu votre patient, vous pouvez aussi vous servir de ce score qui s'appelle le score DEGRIS et qui a été évidemment, comme tous les scores, modifié par la suite. Donc vous voyez que ça reprend à peu près les items qu'on vient déjà de découler, hein, le déficit cervical, le délai très court entre l'admission et le début des symptômes, l'atteinte bulbaire et faciale, l'atteinte proximale des membres inférieurs ici. Et donc, en fait, vous avez ce score, plus vous avez un score élevé, plus vous avez de chances d'être intubé. C'est ça le score AIGRIS, hein, ça calcule votre chance d'être intubé au bout d'un jour, au bout de 3 jours, au bout d'une semaine. Donc là, par exemple, si vous avez un score de Maigris à 17, vous avez une probabilité d'être intubé au bout de 1 jour qui est de 17%, au bout de 3 jours qui est de 26% et au bout d'une semaine qui est de 32%. Et donc, tous ces éléments, à la fois sur la présentation, votre score de Maigris et votre examen clinique, ils vous permettent, si vous suivez les recommandations de 2023, de classer vos patients en 3 taux de risque, fort, modéré et minimal. Bon, si vous avez un fort risque, évidemment, vous filez tout de suite en réanimation et on discutera après de la prise en charge en réa. Si vous avez un score modéré, il vous suggère de monitorer votre patient. Voilà. Ceci dit, un monitorage qui fait faire une spiro toutes les 3-4 heures et un monitoring ECG continu, ça ressemble quand même très fort à des soins continus. Si vous êtes par contre dans la case risque modéré ou bas, vous pouvez être surveillé en hospitalisation simple, où vous serez rejoint par les gens du groupe 2 qui ne se seront pas aggravés. Et puis, pour ce qui vous intéresse, vous, mais là encore, Adam parlera mieux que moi de la prise en charge vraiment réanimatoire et respiratoire. Mais en gros, tout critère d'aggravation, notamment sur la fonction respiratoire ou la fonction bulbaire, doit faire intuber les patients.
Et puis ensuite, évidemment, comme ils sont bien pris en charge, et ben, ils retournent dans le groupe 2, 3 et ils sortent de réanimation. Je vous fais remarquer en passant que tous ces critères dont je viens de vous parler sont purement des critères cliniques. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire la ponction lombaire et le MG en cas de suspicion de Guillain-Barré, mais c'est des éléments qui vont être utiles pour vous, pour le diagnostic définitif, mais en fait surtout pour éliminer un diagnostic différentiel, pour le pronostic, mais jamais pour la prise en charge aiguë et comme critère de gravité. Donc en pratique, ça se traduit par si vous hésitez entre faire la ponction lombaire ou transférer le patient en réanimation, c'est le transfert en réanimation qui prime. Et pareil, si votre patient qui a un guillain qui a tout l'air d'avoir un Guillain-Barré clinique est en réanimation, donc il n'est pas super stable, qu'il est intubé, il ne faut pas forcément se battre absolument pour qu'il y ait un EMG pardon, dans les tout premiers jours. Ça peut attendre qu'ils soient un peu stabilisés et qu'ils puissent descendre pour avoir un bon électromyogramme sans risquer de mourir dans l'ascenseur. Si on reprend à notre petite patiente, Madame G, ben, vous voyez que finalement, elle avait pas mal de critères dont vous m'aviez déjà parlé, le côté déficitaire en cervical, le côté proximal, l'atteinte respiratoire, et elle avait un score de Maigris à 19. Donc, ça ne la met pas tout à fait dans la case à haut risque, mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on avait bien envie de la pousser dans cette case-là pour la mettre tout de suite en réa. Puis bon, de toute façon, sa dégradation et son intubation ont choisi pour nous. Mais donc, vous voyez que voilà, ces critères sont assez solides, je pense, en tout cas à la phase aiguë. Et donc, si on continue cette patiente, donc vous savez que les antigangliosides, c'est des anticorps qu'on dose dans le syndrome de Guillain-Barré qui peuvent être positifs en IgG, mais qui ne sont pas du tout systématiques. En l'occurrence, elle n'en avait pas. Elle a été traitée tout de suite sur la base des critères cliniques qui allaient bien avec le syndrome de Guillain-Barré par une cure d'immunoglobuline à 2 grammes par kilo. Et elle a eu son électromyogramme 2 jours après son entrée à l'hôpital. Donc, on est à J6 du début des symptômes. Et je vous ai mis là la conclusion. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce premier électromyogramme qui est fait précocement, hein, J6, c'est assez rapide par rapport à un début de Guillain-Barré. Et les anomalies qui montrent, c'est surtout une dégradation des amplitudes motrices, donc une atteinte motrice, sans pas aucune anomalie sensitive, pardon, et puis pas beaucoup d'anomalies démyélinisantes. Voilà, on a quelques petites latences distales, quelques vitesses un petit peu ralenties, mais c'est vraiment plutôt la perte axonale motrice qui était beaucoup plus importante. Et donc, ça a fait dire au docteur Benoît qui a fait l'EMG qu'on pouvait éventuellement être, pas forcément dans un Guillain-Barré, mais plutôt dans une de ces variantes qui est l'AMAN. Donc, je vous fais un petit encart sur l'AMAN, c'est donc un acronyme pour dire Acute Motor Axonal Neuropathy. C'est une forme motrice pure axonale du Guillain, de neuropathie aiguë, par opposition au Guillain-Barré qui sera démyélinisant. Il est très fortement associé à des infections par Campylobacter jejuni. On retrouve volontiers des antigangliosides que je vous ai mis là. Et donc, vous voyez sur le schéma de droite que la physiopathologie, elle est vraiment pas du tout la même que le Guillain-Barré, même si la présentation clinique peut être assez similaire. Dans le Guillain-Barré, on est vraiment sur une atteinte de la gaine de myéline, alors que dans la manne, c'est au niveau axonal que ça se passe, et notamment au niveau des terminaisons axonales et dans les nœuds de Ranvier. Et donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le pronostic fonctionnel qui, dans le Guillain-Barré, dépend surtout des capacités de remyélinisation, bah, dans la manne, il dépend surtout de la dégénérescence axonale. Et ça fait que le pronostic fonctionnel est souvent un petit peu moins favorable que le syndrome de Guillain-Barré. Je parle bien du pronostic fonctionnel. Sur le pronostic vital, la MAN n'est pas forcément plus sévère que le Guillain-Barré, mais par contre, encore une fois, c'est des patients qui peuvent récupérer moins bien qu'un Guillain-Barré.
Donc, si on continue, Madame G, elle, finalement, donc, elle a eu sa cure d'immunoglobuline à 2 grammes par kilo, et puis elle s'améliore progressivement. Sur le plan clinique, elle peut être extubée 12 jours après son entrée en réanimation, et on refait un électromyogramme le 26 juin, donc à 3 semaines. Et là, très clairement, les choses se sont complètement, sont devenues tout à fait évidentes sur le côté démyélinisation. Vous voyez que les amplitudes motrices, elles sont toujours très basses ou abolies, mais par contre, il y a maintenant une atteinte sensitive évidente et une atteinte démyélinisante évidente. Et donc, on pose avec cette EMG le diagnostic définitif de syndrome de Guillain-Barré. Encore une fois, vous voyez qu'on est le 26 juin, ça fait 3 semaines que la patiente est hospitalisée et il n'y a pas du tout eu de retard de prise en charge parce que, elle a eu un EMG qui parlait au bout de 3 semaines. Donc encore une fois, l'EMG, il est utile, mais en phase aiguë et pour la prise en charge réanimatoire et la décision de prise en charge réanimatoire, c'est pas ça qui nous fait prendre les décisions. En termes de traitement du Guillain-Barré, je vais passer assez vite parce que finalement, il y a pas de scoop, hein, c'est les immunoglobulines ou les échanges plasmatiques en fonction de ce que vous avez de disponible. Voilà, donc les anglo-saxons, ils parlent plus en 0,4 grammes par kilo par jour. Globalement, 2 grammes par kilo, ça marche aussi. Et voilà, les échanges plasmatiques, on est sur en gros 5 échanges plasmatiques sur 5 à 14 jours. Donc on n'est pas sur un seul échange plasmatique, hein, on part vraiment sur une série pour dire qu'on est efficace ou pas. Cette diapo, je vous l'ai quand même mise parce qu'elle est importante pour ça que j'ai entouré et encadré en rouge. Et ça, en fait, ça veut dire qu'il n'y a pas ou quasiment pas d'indication à refaire une cure d'immunoglobuline ou une série d'échanges plasmatiques si ça n'a pas fonctionné dès le premier coup. D'accord. Un Guillain-Barré qui ne répond pas dès le premier coup aux immunoglobulines ou aux échanges plasmatiques, ça veut dire qu'il n'y répondra pas. Ça ne sert à rien de refaire en se disant que une seule, c'était pas assez. Les seules situations où on peut discuter éventuellement au cas par cas avec les réals, les neurologues, c'est dans le dernier cas, c'est-à-dire si le patient s'améliore ou qui se stabilise et puis qu'ensuite il se redégrade. Ça peut éventuellement être ce qu'on appelle des TRF, c'est-à-dire des Treatment Related Fluctuations. Et dans ces cas-là, parfois, ça peut valoir le coup de faire une deuxième cure ou une deuxième série d'échanges. Très souvent, en fait, ces patients-là, ce n'est pas des Guillain-Barré, c'est des formes de PIDC, donc de polyradiculonérite chronique à début aigu. Et ça, on s'en aperçoit après avec le fil de l'évolution des patients qui, en fait, rechutent et ont toujours besoin de refaire des immunoglobulines. Mais voilà, le message que je veux que je vous reteniez de cette diapo, c'est si une cure d'immunoglobuline et des échanges plasmatiques bien conduits n'ont pas fonctionné, ils ne fonctionneront pas. Je reviens sur Madame G. Donc, bon, je vous ai dit, elle s'améliore, tout va bien, mais en fait, j'avais passé sous silence une information qui est que le 11 juin, alors qu'il était encore en réa, encore intubé, elle fait un syndrome néphrotique impur avec des signes d'hypertension artérielle, des œdèmes des membres inférieurs, mais sans insuffisance rénale associée. Et donc, si je vous dis ça, c'est pour vous introduire un autre concept de neuropathie inflammatoire des immunitaires qui peuvent être aigus et qui peuvent très fort ressembler à des Guillain-Barré parce que là, vous allez avoir des anomalies démyélinisantes. C'est les nodoparanodopathies. Donc ça, c'est des neuropathies, des immunitaires qu'on connaît bien maintenant depuis à peu près 2018. Donc, vous savez que sur votre nerf, vous avez les nœuds de Ranvier, autour les paranœuds et derrière encore les juxtaparanœuds. Et en fait, au niveau des nœuds, des paranœuds, vous avez toute une série de protéines que je vous ai mis là sur le schéma de droite qui permettent la bonne conduction du système de l'information nerveuse et ont été découverts des anticorps dirigés contre certaines de ces protéines. On connaissait déjà les anti-GM1, les antigangliosides, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et on a découvert les anticorps dirigés contre la neurofacine 155, la contactine, Casper1, la neurofacine 186. Et ces neuropathies des immunitaires,
elles ont un profil un petit peu particulier. Elles peuvent être sur une forme, on va dire, subaiguë chronique, et puis elles peuvent être, vraiment aussi être sur une forme très aiguë GBS et évoluer comme un Guillain-Barré. C'est souvent des formes qui sont plus sévères. C'est pour ça que je vous en parle, parce que c'est des patients qui vont plus avoir tendance à passer en réanimation. Euh, il y a certains symptômes cliniques qui peuvent les faire évoquer, c'est les nerfs crâniens, un tremblement des membres supérieurs, des douleurs neuropathiques très intenses, notamment pour les anti-caspérins contactines. Et vous voyez que notre Madame G, en fait, elle avait deux signes qui pouvaient faire évoquer ce diagnostic, qui était l'atteinte des nerfs crâniens et le syndrome néphrotique. Pourquoi c'est important d'évoquer ce diagnostic? Parce que les nodoparanodopathies, elles ne répondent pas bien aux immunoglobulines et aux échanges plasmatiques. Et donc, du coup, si vous avez une suspicion de nodoparanodopathie, et a fortiori si elle est confirmée par le dosage des anticorps, il faut passer sur le côté aigu plutôt aux corticoïdes et ne pas hésiter à leur faire une immunosuppression B, c'est-à-dire en pratique du rituximab. Okay, donc ça fait partie notamment, quand je vous disais tout à l'heure qu'il ne fallait pas refaire une cure d'immunoglobulines ou des échanges plasmatiques sur un Guillain-Barré si ça n'avait pas fonctionné, c'est parce qu'il y a un certain nombre de ces Guillain-Barré qui en fait vont être des nodoparanodopathies. Bon, Madame G, finalement, tout ça, c'est dégonflé, hein. Elle a pas de nodoparanodopathie. Elle a vraiment un Guillain-Barré dans une forme classique et sévère. Et donc, vous voyez qu'elle, au bout d'une seule cure d'immunoglobuline, elle s'est améliorée sur le plan moteur, sur le plan sensitif et puis sur le plan électrique. La dernière fois qu'elle a été vue ici en EMG à la Pitié, c'était en octobre. Elle gardait un petit déficit à 4 plus sur 5, une fatigabilité, une petite paralysie faciale et elle avait encore besoin de son Neurontin pour les symptômes sensitifs. Voilà. Ne me demandez pas d'où venait sa protéinurie. Même les néphrologues n'ont pas très bien compris. Mais bon, visiblement, ils en font quand même deux choses différentes. Donc, pour conclure, les messages un peu importants que je voulais vous faire passer aujourd'hui en tant que neurologue, voilà, déjà, c'est que le diagnostic et l'évaluation de la sévérité à la phase aiguë et donc la décision d'hospitaliser en réanimation ou d'intuber, c'est purement des critères cliniques, que le MG et l'APL, bien sûr, sont utiles, mais pour le diagnostic différentiel, pour le pronostic fonctionnel des patients, pas à la phase aiguë. Et il n'y a pas de critères de gravité ni sur le MG ni sur la ponction lombaire. Le traitement classique, immunoglobuline ou échange plasmatique, mais le message, c'est que voilà, pas d'indication à répéter s'il n'y a pas de réponse favorable dès la première salve de traitement. Évoquer et tester évidemment les anticorps des nodoparanodopathies si vous avez des formes sévères avec des nerfs crâniens associés à un syndrome néphrotique qui ne répondent pas bien aux immunoglobulines et aux échanges plasmatiques. Voilà, ces anticorps, nous, on les envoie globalement à Marseille. C'est le laboratoire qui est spécialisé là-dedans et qui répond vite. C'est important de les diagnostiquer parce que le traitement n'est pas le même. Et dernier mot un petit peu sur les petites variantes de Guillain-Barré, voilà, notamment le truc, les AMAN, les syndromes de Miller-Fisher, etc. Voilà, certes, ça ne va pas forcément changer la prise en charge aiguë en réanimation, mais ça a un vrai impact sur le pronostic fonctionnel quand même des patients. Donc c'est pour ça que des fois, entre neurologues, on s'excite un petit peu à essayer de bien déterminer dans quelle case on est. C'est pas juste pour la beauté du geste, c'est aussi parce que les patients évoluent vraiment différemment en fonction de ces variantes. Et ma toute dernière diapo, c'est pour pas quand même que vous évoquiez un syndrome de Guillain-Barré à tous les patients demain matin. Ce n'est évidemment pas toujours un Guillain-Barré. Donc, je vous ai remis là, c'est toujours le même article de 2023, les symptômes qui font que c'est probablement pas un Guillain-Barré. Bon, globalement, je pense que vous les avez tous et que vous les connaissez. Peut-être les plus importants et ce pourquoi je vous ai remis la diapo, c'est les trois derniers points, c'est sur l'évolution des patients. Voilà, un patient qui installe son déficit ou ses symptômes sur 24 heures et qui après se stabilise tout seul,
c'est vraiment très atypique pour un Guillain-Barré, hein. On continue en général de s'aggraver quand même sur plusieurs jours quand on a un Guillain-Barré. Inversement, un patient qui s'aggrave, mais vraiment tout doucement, tranquillou, sur 2, 4 semaines, pareil, ça fait pas trop Guillain-Barré. En général, le Guillain-Barré, quand il s'aggrave, on le voit. Et puis, là encore, vous connaissez un petit peu cette règle du plateau de 4 semaines. Si on continue de s'aggraver cliniquement après 4 semaines, y compris quand on n'a pas eu de traitement, c'est probablement qu'on est plutôt dans une forme chronique à début aigu. Et donc là encore, ça sera certes le traitement par immunoglobuline, mais avec un risque de dépendance beaucoup plus important. Et donc fonctionnellement et sur le pronostic, pas les mêmes réponses pour les patients. Euh, voilà, je m'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Et puis, bah, si vous voulez qu'on discute un petit peu, pas de souci. Merci beaucoup Marion pour ce topo extrêmement clair et ce cas clinique qui illustre très bien le sujet du jour. Donc il y a une première question dans le chat, c'est y a-t-il un intérêt de switcher les IGIV pour les échanges plasmatiques s'il y a un échec de l'un ou de l'autre? Alors, moi, j'aurais tendance à dire, théoriquement, non, il n'y a pas de raison que des immunoglobulines fonctionnent et pas des échanges plasmatiques. Voilà, évidemment, encore une fois, ça c'est la théorie, ça nous arrive de temps en temps de le faire parce que vraiment, on ne voit pas ce que ça peut être d'autre. Ou alors aussi pour des questions d'effets indésirables et de choses comme ça. Mais globalement, franchement, si ça ne fonctionne pas avec vos immunoglobulines ou vos échanges plasmatiques, il faut vraiment se poser la question d'un diagnostic différentiel avant de switcher ou de répéter. Moi, j'avais une autre question sur le bilan. C'est vrai qu'en réa, je pense qu'on est un peu plus peureux. On a tendance à aller un peu plus loin dans le bilan. Et notamment, moi, j'ai le sentiment qu'on fait assez facilement, probablement à tort, l'IRM médulaire. Hmm. Vous, dans votre pratique, un examen clinique très rassurant, ça vous permet de surseoir complètement à cet examen? Alors, moi, ça ne me choque pas du tout hein, quand on a un patient qui a un déficit sensitivo moteur et des 4 membres, même avec une atteinte bulbaire, de faire l'IRM médulaire. Alors évidemment, il faut la faire si vous avez des réflexes vifs, hein, si vous n'avez pas d'abolition des réflexes, là, bien entendu. Si vous avez une abolition des réflexes ou même des réflexes qui sont encore présents normaux, moi, ça ne me choque pas de la faire, mais ça ne doit pas, je pense, décaler le début des immunoglobulines. Vous pouvez toujours démarrer vos immunoglobulines et pareil, voilà, tout ce qui est IRM médulaire, EMG, PL, bah, vous faites dès que c'est possible. Mais ça doit pas, vous ne devez pas voilà, avoir la certitude absolue que vous n'êtes pas devant un diagnostic différentiel pour faire les immunoglobulines ou les échanges. Une dernière question très rapidement et après on passe à la présentation suivante. C'est est-ce que les nodopathies peuvent donner une atteinte centrale cliniquement et radiologiquement associée à l'atteinte périphérique? Alors, ça a été décrit notamment dans les anti-neurofacine 155. C'est quand même super rare. Mais voilà, ça a été décrit avec des petites anomalies de la substance blanche aussi, si je dis pas de bêtises. Mais bon, voilà, c'est pareil. Si vous avez une atteinte, je dirais, démyélinisante centrale, avec même des anticorps anti-NF155, moi je pense que ça vaut le coup de toute façon de traiter vos anti-NF155 avec des corticoïdes du Ritux, mais d'être bien sûr que vous n'avez pas un autre diagnostic associé. Mais ça a été décrit, il y a des case reports et c'est dans la diapo que je vous ai montré, il y a effectivement, ça peut être décrit. Enfin, je leur partage pas, mais je pourrais, enfin, je sais pas si vous voulez pas que je vous file le diaporama, mais ça peut être décrit. Donc, il faut pas l'exclure, mais c'est quand même vraiment des exceptions. Ok. Par contre, Central et Guillain-Barré, évidemment, il faut évoquer le Birkenstaff, bon, qui est sur les troubles de la vigilance. Pareil, ça court pas les rues, mais il faut y penser. Ok, moi Marion, j'avais juste une petite question, enfin un point sur lequel tu as t'as un petit peu évoqué, l'EMG, la normalité de l'EMG à la phase aiguë. Hum, Je pense que ça c'est important qu'on l'ait aussi tous en tête parce que ouais. c'est possible. Au bout de combien de temps à peu près on peut considérer, après chaque cas est différent, mais on peut considérer que ça devient pathologique?
Euh, Moi, je dirais, après, Luce et Adam, n'hésitez pas à donner votre avis aussi, hein, parce que j'ai pas la science infuse, mais je dirais qu'au bout de 2 semaines, il faut forcément qu'il y ait quand même des anomalies. Ouais, ouais, je suis d'accord. Déjà, normalement, au bout de 7 à 10 jours, on doit Ouais. pouvoir voir des anomalies au moins à la détection, quoi. Mm. Et avant, en Oui. effet, ça peut être normal, ouais. Mais après, c'est vrai que pour vos patients en plus qui sont quand même sévères, nous, c'est vrai que de temps en temps, on voit les petits patients avec les petits trucs sensitifs un petit peu. Voilà, on peut parfois se poser des questions au bout de 15 jours, mais c'est vrai que les patients de réa, ouais, c'est 10 jours. En tout cas, au bout de 15 jours, c'est sûr qu'il y a des anomalies. Ok, bah merci beaucoup Marie pour ce topo. J'en profite juste pour me présenter pour ceux qui... Je suis Louis Petrescu, donc je suis le représentant de la NYMPH là sur ce webinaire et que je modère avec Louis Po. Et donc on va enchaîner là sur les myasthénies, enfin sur la myasthénie, pardon, ou les myasthénies, qui va être un topo qui va être présenté par Luce Duclosel qui vient de Marseille, si je dis pas de bêtises. Bah Luce, à toi, tu as la main normalement, tu as ton écran. Ouais, c'est bon. Vous le voyez, du coup. C'est bon. Donc, merci beaucoup, en tout cas, de m'avoir invité. Donc, moi, en effet, je travaille dans le centre de référence des maladies neuromusculaires à Marseille. Et pareil, donc je vais partir d'un cas clinique pour illustrer un peu le propos. N'hésitez pas à poser des questions. Donc, c'est une patiente de 76 ans qui a des antécédents cardiovasculaires qui va se présenter en fait aux urgences pour une dyspnée. Donc, très rapidement, elle va avoir la gazométrie, on va retrouver une hypercapnie et une VNI va rapidement être mise en place. Alors elle rapportait quand même à l'interrogatoire, hop, je suis sortie de mon diapo, des troubles de la déglutition, une dysphonie depuis 2 mois avec des explorations négatives. Donc juste un petit peu pour vous chauffer. Donc en gros, quelles sont les pathologies neuromusculaires qui peuvent se présenter par un syndrome restrictif, notamment en réanimation. Alors, je vois pas, j'arrive pas à voir le chat en même temps que ma présentation. Donc, bon, en tout cas, je vais répondre au fur et à mesure avec vous. Mais la SLA, bah oui, bien sûr, hein, ça peut vraiment ça peut débuter par un syndrome restrictif. Donc, faut y penser, rechercher les petites anomalies cliniques. Le Guillain-Barré, bien sûr, on vient d'en parler. La myasthénie, bah, bien entendu, hein, ça peut vraiment être un syndrome restrictif, même qui est isolé. C'est rare, mais il peut être isolé. La myosite aussi, ça peut se présenter par un syndrome restrictif et pareil, il peut y avoir un petit déficit moteur proximal, des troubles de déglutition, donc important d'y penser. La maladie de Steinert, eh ben, c'est aussi une bonne réponse, hein. Ça peut se présenter vraiment au premier plan par un syndrome restrictif. Bon, souvent, on peut trouver quand même d'autres anomalies en regardant bien, notamment morphologiques. Mais ça peut débuter par ça. La maladie de Pompe, que vous connaissez peut-être un petit peu moins, mais je pense qu'elle est à connaître parce qu'il y a des traitements. Donc, c'est une maladie, une myopathie métabolique et qui peut, elle aussi, se présenter par un syndrome restrictif au premier plan. Et pour finir, les mitochondriopathies, c'est aussi une bonne réponse. Ça peut aussi se présenter par un syndrome restrictif au premier plan. Donc là, toutes les réponses sont justes. Et là, je vous propose un petit bilan à faire en première intention pour les patients qui ont un syndrome restrictif, qui sont en réa, que vous n'arrivez pas à extuber s'il y a une ambiance neuromusculaire. Le grand minimum, c'est de faire des CPK, notamment pour la myosite, les anticorps de la myasthénie. La maltase acide, c'est pour la maladie de Pompe. Un dot myosite aussi pour les myosites. Et assez rapidement, s'il y a un syndrome restrictif et que vous n'avez pas de diagnostic, bien sûr, il va falloir demander l'électroneurommyogramme, faire une ponction lombaire si vous suspectez le Guillain-Barré, voir une image du diaphragme. Donc, notre patiente, donc, cliniquement en réa, donc, elle a une VNI qui est portée 24 heures sur 24 avec un petit peu d'oxygène. Elle a un syndrome bulbaire avec une voix nasonnée, des troubles de déglutition qui sont quand même importants. Il y a une sonde nasogastrique qui va être mise en place. Il y a un petit déficit des ceintures, avec 4 sur 5, hein, bilatéral symétrique. Elle fléchit bien la nuque contre résistance. Les réflexes sont préservés, il n'y a pas de troubles sensitifs et elle ne va même pas avoir de troubles oculomoteurs. Donc, pour cette patiente, les réanimateurs avaient demandé à juste titre, je pense, un électroneuromyogramme. Alors ça, c'est une diapo assez rapide, hein, juste pour vous dire que pour nous, les neurologues, aller faire des électroneuromyogrammes en réa, bah,
c'est difficile en fait, hein. Souvent, on fait des ENMG qui sont d'assez mauvaise qualité. Il y a beaucoup d'artefacts. En fait, dès qu'il y a une prise de branchée, on enregistre beaucoup d'artefacts. Il n'y a pas de coopération du patient, donc on ne peut pas faire de tracé volontaire, hein, donc pour nous indiquer neurogène, myogène. Parfois, on a besoin de bouger le patient pour mieux stimuler. Là, c'est pas possible. Il y a les œdèmes, il y a les pansements. Bon, ça peut être un petit peu difficile pour nous, mais par contre, ça peut être quand même très utile parce que pour un patient notamment qui est intubé, on peut relever des anomalies qu'on n'aurait pas à l'examen clinique, notamment l'atteinte des sensitives. En fait, un patient qui a un déficit moteur, qui est intubé en réa, parfois, on n'arrive pas à savoir si c'est une myasthénie, un Guillain-Barré. Si vous faites un ENMG qui a plus de sensitive, bon, c'est un Guillain-Barré. On peut localiser l'atteinte, donc nerfs, muscles, en jonction, et donner déjà des éléments pronostiques. Alors, notamment dans le Guillain-Barré, Marion en a parlé, quand il y a une atteinte axonale qui est sévère dès le début, on sait d'ores et déjà que ça va être compliqué. Donc notre patiente, elle a eu son EMG, donc on n'a pas pu faire beaucoup de nerfs. En tout cas, les amplitudes motrices sont normales. On a fait une sensitive qui est très largement normale. Et donc assez rapidement, on va faire du décrément. Donc là, il y a un décrément qui est significatif sur le trapèze, hein, je vous ai mis la courbe, il est reproductible. On l'a eu au moins 2 fois. Et en tout cas, nous, on fait au moins 12 couples nerfs-muscles pour vraiment être sûr qu'il n'y a pas de décrément. Donc il suffit d'en trouver à un endroit pour qu'on puisse déjà s'orienter vers la myasthénie. Hop, donc juste, je vous fais quelques rappels rapides sur la myasthénie, que je pense que vous connaissez quand même déjà assez bien. Donc c'est bien sûr une maladie auto-immune qui s'associe à des anticorps. Donc la plupart du temps, c'est des anticorps anti-RAC, hein, dans 80%. Les anticorps anti-MuSK, 5%. Et il y a des myasthénies qui sont dites séronégatives. Donc là, c'est plus difficile de les quantifier. Il y a d'autres anticorps qui sont beaucoup plus rares. Voilà, il y a bien sûr les anomalies du thymus qui sont à rechercher, surtout si vous avez un patient qui arrive en réa qu'on n'a pas encore diagnostique, il faut très rapidement aller à l'imagerie du thymus, hein. Donc il y a très souvent des hyperplasies qui sont retrouvées, surtout chez les patients jeunes, et on peut trouver aussi des thymomes qui vont être plutôt chez les patients âgés, qui sont plus rares. Pour vous donner quelques chiffres, sur des grosses cohortes de patients myasthéniques, il y a environ 15 à 20% des patients myasthéniques qui feront une crise au cours de leur maladie. Parmi eux, il y en a 5 à 10% qui seront admis en réanimation. Parmi les patients qui sont admis en réanimation, souvent c'est finalement assez proche du diagnostic, hein, sur une cohorte, la cohorte que je vous ai citée, c'est en moyenne 5,3 mois après le diagnostic. Et en vrai, c'est ce qu'on voit, hein, plutôt les patients, quand ils font des poussées qui vont en réa, c'est souvent dans les 2 voire 3 ans après le début de la maladie. Après, en général, ça se calme. Puis aussi, il y a les traitements, bien sûr. La mortalité hospitalière, elle est de 7%, et la mortalité chez les patients qui sont admis en réa, elle est à 17%. Donc c'est quand même une maladie mortelle, mais pas la pire parmi celles que vous voyez, je pense. Donc en tout cas pour cette patiente, donc on a introduit un traitement symptomatique. Donc juste rapidement, pour les patients qui ne peuvent pas déglutir, donc vous pouvez mettre la pyridostigmine, donc la prostigmine. Vous pouvez la mettre en sous-cutané ou en IV. En général, on fait une demi-ampoule toutes les 4 heures. Pour les patients qui déglutissent ou avec la sonde nasogastrique, vous pouvez mettre du Mestinon, donc un comprimé toutes les 4 heures. On va lui faire une cure d'immunoglobuline. Alors là, vous voyez, c'est pas la même posologie que dans le Guillain-Barré. Enfin, nous, en tout cas, c'est la seule maladie neuromusculaire qu'on traite à cette posologie. Donc, c'est 2 fois moins, hein. C'est 1 gramme, j'ai mis, pardon, 1 gramme par jour. C'est 1 gramme par kilo en tout. Donc, on fait sur 3 ou 4 jours, qu'il faut débuter le plus précocement possible. Et on introduit aussi, en général, assez rapidement une corticothérapie. Alors nous, on aime bien la débuter quand même après la cure d'immunoglobuline, puisque les corticoïdes, en fait, ça peut aggraver les patients à la phase initiale. Donc c'est quand même pas mal d'attendre que la cure d'immunoglobuline est déjà un petit peu agie, que la patiente soit couverte avant d'introduire les corticos. Cette patiente, finalement, elle a eu seulement de la VNI, elle n'a pas eu besoin d'être intubée. Et là, je vous sors juste ce chiffre qui est quand même très intéressant. Sur une grosse cohorte allemande de 250 patients en réa myasthénique, il y a 40% chez qui la VNI suffit. Donc, il y a quand même un vrai intérêt, enfin, je pense qu'Adam va en parler, mais à tester la VNI chez ces patients avant de les intuber, parce que souvent, ça suffit. Et d'ailleurs, les patients qui ont seulement de la VNI ont un bien meilleur pronostic que les patients qui vont être intubés. Donc, elle va s'améliorer, la patiente, environ une semaine après le début de la cure.
On va pouvoir arrêter la VNI, retirer la sonde nasogastrique, elle va être transférée en réanimation. Donc juste un petit point sur l'évaluation clinique. Pareil, ça je pense que vous connaissez, mais je vous les remets quand même. C'est les deux principaux scores cliniques qu'on utilise en pratique courante. Alors nous on a d'autres scores, mais c'est plutôt pour les essais thérapeutiques. Ça c'est vraiment les deux scores qu'on utilise le plus en pratique. Donc le score myasthénique qui va de 0 à 100. 100 c'est le patient qui va bien et 0, 0 c'est la cata. Donc, il évalue en gros la force musculaire des membres sup, des membres infs, le déficit axial, l'oculomotricité et après les troubles bulbaires. Attention, le score myasthénique, il ne prend pas en compte ni la tête tombante, ni notamment l'atteinte respiratoire. Et ensuite, vous avez le score MG-ADL qui lui va 0 à 24. 0, c'est asymptomatique et 24, c'est un patient très grave. Lui, c'est un score à l'interrogatoire et en fait, on demande au patient à quelle fréquence il a ses symptômes et on lui demande sur les 7 derniers jours. Celui-là, par contre, il prend en compte l'atteinte respiratoire. Donc, notre patiente, quand elle est en neurologie, elle va bien. Elle a un score de Garch à 79, un MG-ADL à 3, donc c'est pas trop mal. On lui continue son traitement par corticoïdes et mestinons. On a introduit un traitement de fond. Donc, elle va avoir de l'aziatropine ou de l'imurel. Les anticorps vont revenir positifs. On va lui faire un scanner du thorax qui ne va pas retrouver de lésion thymique. Et là, je vous fais un autre petit point sur les traitements. Je pense que ça, vous le savez déjà aussi, mais il y a 3 types de traitements dans la myasthénie, donc symptomatique, de crise et de fond. Juste pour revoir un petit peu la temporalité, donc le traitement de crise, donc c'est comme le Guillain-Barré, les immunoglobulines, sauf que c'est pas la même posologie, ou les échanges plasmatiques. Pareil que le Guillain-Barré, il n'y a pas de supériorité de l'un ou l'autre. L'efficacité, elle a attendu qu'à 10-14 jours, hein. Donc ça, je le répète, parce que souvent on est appelé par les réa parce que à 10 jours, il n'y a pas d'efficacité. On nous demande s'il faut en refaire un traitement. C'est un peu tôt. Faut quand même attendre. 10 jours, ça commence à être bien efficace, quoi. Donc avant, il n'y a pas d'indication à refaire. Et en tout cas, l'efficacité de ces traitements de crise, il va durer entre 4 à 6 semaines. Ça aussi, c'est important parce qu'à la différence là, du Guillain-Barré, dans la myasthénie, parfois on va être amené à répéter ces traitements de crise. Le traitement symptomatique, bon, lui, l'efficacité, elle est très courte, hein. Ça s'attaque en aucun cas aux anticorps, donc ça ne soigne pas la maladie, ça traite vraiment juste les symptômes. Le traitement de fond, lui, il va être à commencer assez tôt dans la prise en charge. Bon, c'est jamais en urgence, hein, mais il faut quand même le commencer assez tôt. Et lui, par contre, il va être très long à être efficace. Donc, quand je parle de traitement de fond, c'est soit les immunosuppresseurs, soit la thymectomie, s'il y a un reliquat thymique et que le patient est jeune ou s'il y a une lésion du thymus. Les traitements de fond, ils sont efficaces à partir de 3 à 4 mois. Donc, les traitements de fond, parfois, notamment le rituximab, parfois efficace un petit peu plus vite à 2 mois. Mais en tout cas, nous, on ne change pas de traitement de fond avant 4, voire parfois 6 mois avant de pouvoir juger de son efficacité. Pareil, un patient qui vient d'être opéré du thymus, il faut bien attendre plusieurs mois avant de juger de l'efficacité. Et du coup, là, vous voyez sur ces courbes, il y a du coup, bien sûr, un énorme trou entre le traitement de crise et l'efficacité du traitement de fond. Donc, c'est là qu'on met ce qu'on appelle, nous, des bridge thérapies. Donc, un traitement qui va prendre le relais entre le traitement de crise et le traitement de fond. Donc, de manière empirique, on met des corticoïdes à 1 mg kilo. Les corticoïdes dans la myasthénie, ça marche hyper bien. Il y a un petit risque d'aggravation, comme je vous ai déjà dit, quand on vient de les mettre, hein. L'aggravation, quand elle arrive entre le lendemain ou 2-3 jours, mais elle est transitoire. Il faut essayer de maintenir les corticoïdes si on peut, parce qu'après, on sait que ça va s'améliorer. Et par contre, bien sûr, vous savez que la corticothérapie au long cours, c'est catastrophique. Donc, en fait, on est obligé de les diminuer. Mais en général, on les diminue quand le traitement de fond commence à être efficace. Alors là, je vous ai rajouté nouvelles thérapies, point d'interrogation. Donc ça, je vais en parler un petit peu plus après. Mais en ce moment, là, il y a un essor des nouvelles thérapies dans la myasthénie. Il y a 2 classes de traitement qui arrivent, qui ont déjà les autorisations de mise sur le marché. Il y a beaucoup d'essais thérapeutiques aussi, FcRn et les anticompléments. Donc là, on ne sait pas encore sur ce schéma trop où les positionner. Nous, à Marseille, on aime bien les utiliser en tant que bridge thérapie, mais bon, pour l'instant, il n'y a pas de vraies recommandations. Il y a d'autres centres qui les utilisent vraiment en traitement de fond. Et là, il y a même des essais qui vont voir pour essayer de les utiliser dès la réanimation pour voir si ça permet aux patients de sortir plus vite de réa. Donc là, il y a un petit peu un flou sur ces nouveaux traitements, mais ça devrait bouger. On devrait avoir plus d'informations là dans les années qui arrivent.
Et pour finir, je vous rajoute plein de courbes, mais c'était juste pour dire qu'il y a une autre solution quand la bridge thérapie marche pas ou qu'on peut pas utiliser les corticos, c'est de répéter le traitement de crise en fait, hein. Parfois, nous, on est vraiment amené à répéter les cures d'immunoglobulines ou faire ce qu'on appelle des échanges plasmatiques d'entretien jusqu'à attendre que le traitement de fond fonctionne. Donc là, on n'est pas comme dans le Guillain-Barré en fait. Donc voilà, juste une petite diapo sur les nouveaux traitements. Alors c'est vraiment à chaque fois des discussions spécialisées, hein. L'indication, elle doit être discutée en RCP avec des centres de référence, pour l'instant en tout cas. Donc il y a les deux classes principales, les anticompléments et les anti-FcRn, hein. Nous, on les utilise déjà largement en pratique courante. Comme je disais, on ne sait pas encore à quel moment il faut les utiliser et pendant combien de temps. Ça, j'ai l'impression que ça dépend, hein, des centres. Pour que vous soyez au courant aussi, les anticompléments, donc c'est des anti-C5. Il faut absolument que le patient soit vacciné pour pouvoir les utiliser. S'il n'est pas vacciné, enfin, on peut le vacciner tout de suite et commencer le traitement, mais sous couvert d'une antibiothérapie. Et l'autre classe, c'est les anti-FcRn. Alors, il y a quand même un intérêt dans ces traitements, donc c'est qu'on a quand même déjà l'impression qu'ils marchent plus vite que les traitements de fond classiques. Il y en a pas mal, là, notamment les anti-FcRn qui sont disponibles en voie sous-cutanée. Donc ça peut être vraiment intéressant pour les patients qui ont des problèmes de voie d'abord ou qui font des échanges plasmatiques. Hein, par exemple, la patiente qui fait des échanges plasmatiques très réguliers, on va avoir du mal à faire des traitements intraveineux. S'il y a un patient qui a des troubles de déglutition, qui n'a pas encore une gastrostomie, on ne va pas pouvoir lui donner non plus les immunosuppresseurs en comprimé. Donc là, il peut y avoir un vrai intérêt de ces traitements sous-cutanés. Et ils peuvent être aussi intéressants pour les patients, par exemple, qui ont des contre-indications, je ne sais pas, aux corticoïdes ou à d'autres traitements. Eux, peut-être qu'on pourra leur proposer. Donc voilà, avec une place qui reste quand même à définir dans l'algorithme thérapeutique. Alors, si on revient à notre patiente, donc là, elle va être en neurologie et en fait, elle va se réaggraver. Donc, elle se réaggrave avec une voix nasonnée, de nouveau une dysphagie enfin, par contre, sans fausse route. Elle tient plus correctement son barré et son Lengazini, il y a un déficit axial, il n'y a toujours pas d'atteinte oculomotrice et elle ne se plaint pas de dyspnée. Le score myasthénique, il est à 47, les constantes et la saturation sont normales. Donc on appelle l'AREA. Et là, pour vous, est-ce que cette patiente, il faudrait la prendre? J'essaie de me mettre sur... Ouais, alors en effet, vous dites que oui. Alors, bien sûr, je suis d'accord, hein. Euh, C'était juste pour dire que, bon, j'enfonce des portes ouvertes, mais en tout cas, il ne faut pas se baser sur la saturation, notamment pour les patients qui ont des maladies neuromusculaires. Et la dysphagie, enfin, voilà, la dysphagie, c'est un facteur de risque de gravité. On va les revoir après. Même si elle ne se plaint pas de dyspnée, là, sur cet examen clinique, en fait, on n'a pas une évaluation qui est correcte. Il faut vraiment essayer de voir la mécanique ventilatoire, voir si vos patients utilisent les muscles accessoires. Ce qu'on peut faire au lit du patient aussi, c'est quand on n'a pas encore les résultats de la gazo, c'est faire un compte en apnée. Donc, vous demandez à votre patient en fait, de prendre une grande inspiration, de bloquer et de compter le plus loin possible. Si le compte en apnée il est inférieur à 20, c'est en général qu'il y a une insuffisance respiratoire. Et bien sûr, là, dans ces cas-là, il faut faire une gazométrie. Alors pareil, on ne se base pas que sur les résultats de la gazométrie pour admettre le patient en réanimation, mais en tout cas, c'est sûr que s'il y a une hypercapnie, là, il faut y aller. Donc, sur les critères d'admission en réa, alors bon, pour la myasthénie, il y a beaucoup moins de. Enfin, c'est moins carré que dans le Guillain-Barré. Il n'y a pas de critères complètement formels. Il y a plusieurs consensus. Là, je vous ai cité quelques articles. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les facteurs de risque qui peuvent mener à une intubation, donc c'est la dysphagie et les troubles de la phonation, la difficulté à avaler les sécrétions, la rapidité aussi de cette dégradation, notamment des paramètres respiratoires. Si votre patient il est âgé, s'il a des anticorps anti-MuSK, alors donc les MuSK en général, ils sont plus sévères que les patients avec des anticorps anti-RAC. Si c'est un patient qui a déjà fait des crises myasthéniques, et après, il y a des paramètres respiratoires mais que vous n'avez pas forcément quand vous allez évaluer un patient dans les étages, mais bien sûr, si la capacité vitale est diminuée, là, il faut aussi l'admettre.
Mais vous voyez qu'en aucun cas, enfin en tout cas, il n'y a aucun consensus et aucun article qui vous donne un critère d'hypercapnie et encore moins sur la désaturation. En fait, c'est déjà trop tard hein, quand il y a l'hypercapnie et encore plus pour la désaturation qui est là, c'est que vous êtes déjà en retard. Là, je vous ai mis, donc pareil, sur ces articles, les facteurs prédictifs qui ressortaient pour une admission en réanimation. Donc, les mots-clés, c'est vraiment atteinte bulbaire, respiratoire, mais aussi l'atteinte axiale, hein. On sait que les patients qui ont un déficit de fléchisseur de nuque ou un déficit abdominal, bah forcément, en fait, ça va être corrélé à l'atteinte respiratoire, la rapidité d'installation des symptômes. Les patients qui ont un thymome, bien sûr, ils sont plus à risque que les patients qui n'ont pas de thymome. Bah, l'antécédent de crise myasthénique, ça j'ai déjà dit, l'âge, les comorbidités. Les patients aussi qui ont un début tardif de la maladie, on les appelle les late onset, donc ceux qui commencent après 50 voire 60 ans, ils ont plus de risques d'aller en réa. Et là, sur une des cohortes, ils ont fait 2 groupes et ils ont regardé quels critères avaient les patients de rester plus de 15 jours intubés. Et ce qui ressortait, c'était bon, bah, l'âge du patient, l'âge de début, le score MGFA élevé, donc ça c'est sur les critères cliniques, la présence de comorbidité et l'association à une pneumopathie. Voilà. Et ceux qui restaient moins de 15 jours intubés, bah, c'est ceux qui avaient eu des succès de mise en place de VNI et ceux qui avaient une hyperplasie thymique, donc plutôt qu'un thymome. Et donc là, voilà, j'enfonce encore des portes ouvertes, mais c'est toujours bien de le rappeler. Surtout là pour notre patiente, dans le cas clinique, là, Madame Claudette, elle s'aggrave à 15 jours de la cure d'immunoglobuline. Donc ça, normalement, ça devrait vous faire tiquer. Là, elle est en pic d'efficacité de ses immunoglobulines. Normalement, elle est censée aller mieux. Elle n'est pas censée rechuter à ce moment-là. Et de toute façon, pour n'importe quelle crise, que ce soit inaugurale ou une rechute, il faut absolument, absolument, absolument chercher un facteur déclenchant et le traiter. Donc les facteurs déclenchants, on en retrouve quand même dans 60 à 70% des crises, donc ça vaut vraiment le coup d'aller à la pêche aux infos. Donc le plus fréquemment, c'est une infection. Donc là, c'était le cas pour cette patiente. Sinon, ça peut être une chirurgie, l'arrêt ou le sous-dosage dans des traitements de la myasthénie, bien sûr. L'inobservance, faut aussi y penser, hein. Ça, il faut vraiment questionner les patients, mais c'est quand même assez souvent retrouvé. L'utilisation de médicaments contre-indiqués, pareil, c'est classique et franchement, enfin, on en voit quand même encore en pratique courante, même si on a l'impression que c'est un message qu'on martèle, mais il faut toujours vérifier les contre-indications, donc je vous les ai remis à droite. Les patientes, pardon, peuvent s'aggraver aussi en grossesse, enfin, notamment en postpartum. Et quand il y a un patient qui a déjà eu un thymome, qui a été pris en charge, qui rechute, il faut bien sûr rechercher la réapparition d'une lésion du thymus, donc refaire une imagerie du thymus. Là, je vous ai mis une petite image de carte patient myasthénique. Donc, normalement, tous les patients myasthéniques, enfin, nous, on leur en donne une. Sur cette carte, il y a la liste des médicaments contre-indiqués. Il y a un QR code avec les recommandations officielles, les PNDS, sur la prise en charge des patients myasthéniques. Donc, voilà, ils sont censés vraiment les avoir tout le temps sur eux et avec la liste des médicaments contre-indiqués. Donc, juste pour notre patiente, là, du coup, en pratique, donc là, elle va quand même pas bien. Elle a un score à 47 sur 100 et elle a une petite hypercapnie. On est à 16 jours de son traitement par cure d'immunoglobuline. Elle a toujours son traitement de fond et ses corticos. Euh, Hop, j'avais mis la réponse. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire là à ce stade pour elle, à votre avis? On est à 16 jours du traitement. Elle se réaggrave. Elle retourne en réa. Pas si je peux. J'arrive pas à voir en fait le chat en même temps que mon écran. Mais bon, de toute façon, il y a la réponse, j'ai l'impression qu'il s'affiche. Bon, en tout cas, la prise en charge, là, c'est juste de traiter son infection. Il est trop tôt pour modifier le traitement. Vous êtes à 16 jours, vous êtes en pic d'efficacité de la cure d'immunoglobuline. Les échanges plasmatiques, bah, en fait, surtout pas, parce que là, si vous débutez des échanges plasmatiques, vous enlevez, enfin, vous allez filtrer toute la cure d'immunoglobine que vous venez de mettre. Donc, en fait, ça, c'est vraiment la chose à ne pas faire. Le rituximab, bah, pas du tout. C'est un traitement de fond. On vient de mettre Limurel il y a une semaine. On ne sait pas du tout si Limurel est efficace ou pas.
Diminuer les corticoïdes, bah non plus, là, elle va pas bien. Si elle s'était aggravée à cause des corticos, je pense que ça aurait été plus tôt. Et les nouvelles thérapies, pourquoi pas, mais pareil, je pense que c'est un petit peu tôt. En tout cas, là, je pense qu'il faut. Enfin, c'est difficile, mais il faut peut-être juste attendre. Après, encore une fois, normalement, à 16 jours de la prise en charge, on n'est pas censé s'aggraver. Hop. Et pour finir, cette fois-ci, qu'est-ce que vous auriez fait si la patiente, elle se réaggravait, mais là, on est à 30 jours de la cure d'immunoglobuline. Je vais essayer de voir le chat. Alors là, il y a quelqu'un qui dit anti-FcRn. Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Est-ce qu'il y en a qui feraient d'autres choses? Échange plasmatique, je suis d'accord. Donc en fait, en tout cas, ça donne envie de refaire un traitement de crise. Là, à un mois, en fait, on peut considérer quand même que le traitement de crise qu'on a fait, là, il est en train de perdre en efficacité, donc on peut en refaire un. Donc il y a deux attitudes hein, qui pourraient s'entendre. C'est soit on se dit, bah, la cure, la première fois, elle a marché d'immunoglobine, donc on en refait une. Et il y a l'attitude de se dire, bah, ouais, ça a marché, mais quand même pas très longtemps, parce qu'elle rechute à 4 semaines, donc, enfin, oui, à 4 semaines. Donc peut-être plutôt cette fois essayer les échanges plasmatiques. Donc les deux attitudes peuvent se faire. En tout cas, moi, je ferais forcément l'un des deux. Les nouvelles thérapies, ben oui, pourquoi pas, parce qu'on peut considérer que là, on est en échec, donc pourquoi pas essayer de les discuter. Après, moi, personnellement, en tout cas, je ne ferais pas juste une nouvelle thérapie, je ferais un nouveau traitement de crise, plus éventuellement une nouvelle thérapie, mais bon, ça, c'est à discuter. Et par contre, un nouveau traitement, enfin, changer de traitement de fond, bah non, surtout pas là, faut garder votre Immurel pour l'instant. Il ne faut pas changer de stratégie thérapeutique. Donc voilà, moi j'ai fini. Donc je ne vous ai pas fait de message clé, mais en gros, bah, c'est pareil, il faut quand même pas mal se baser sur la clinique. Il ne faut pas vous baser sur les constantes et notamment la saturation, l'hypercapnie. Bon, il faut toujours la rechercher, mais pareil, en général, c'est trop tard. Et pour les traitements, donc attendre l'efficacité de la cure d'immunoglobuline et pas changer trop tôt. On peut être amené à répéter des traitements de crise toutes les 4 semaines environ, parfois 3, mais bien attendre 3. Et la place des nouveaux traitements qui est à définir. Je pense que les lignes vont pas mal bouger. Et juste pour info, il va y avoir un PNDS là qui va sortir dans les mois qui arrivent sur la myasthénie. Là, le dernier il date de 2015. Donc, ça va peut-être un peu plus être précisé à ce moment-là. Hop, et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Luce, pour ce topo très clair, avec beaucoup d'informations. Il y a une question là dans le chat. Ouais. Est-ce qu'il y a une interaction entre les inhibiteurs du FcRn et les IgIV? Est-ce qu'il y a un risque perte d'efficacité entre les deux s'il y a une interaction? Ouais. Alors ça, je suis pas rentrée dans toute la complexité de ces interactions, mais oui, en fait, il peut y avoir, en fait, si vous voulez, les anti-FcRn, on dit que ça fonctionne un petit peu comme des échanges plasmatiques. Donc, ça pourrait éventuellement diminuer l'efficacité des cures d'immunoglobuline. Bon, après, on n'a pas encore beaucoup de recul hein, dessus, hein, mais théoriquement, ça pourrait, ouais. Ok. Donc, peut-être plutôt quand on est en crise, enfin, moi, je dirais plutôt les anticompléments qui, eux, qui interagiraient moins. Mais pareil, en fait, on n'a pas encore beaucoup d'expérience, hein. Nous, pour l'instant, on doit avoir entre 10 20 patients qui ont ces nouveaux traitements. Ils les ont pas depuis très longtemps, donc voilà. Alors l'utilisation est vraiment encore à préciser. Ah oui, il y a une question aussi qui traite des anticholinestérasiques. Euh, Ouais. est-ce que quand il y a une crise de myasthénie, est-ce qu'on doit les arrêter? Moi, j'ai pas notion de ça, mais est-ce que comment on adopte par rapport à ça? Ouais, alors j'en ai pas parlé aussi parce que ça faisait long, mais bien sûr, il faut se méfier des surdosages aux anticholinéstérasiques. Donc, ce qui peut vous orienter vers ça, c'est par exemple si le patient il a aussi des troubles digestifs, il a des petites contractions musculaires. Bon, après, franchement, avec par exemple 4 comprimés par jour, vous ne devriez pas être
être en crise avec juste cette posologie. Éventuellement, si c'est un patient qui en prend 8 à 10 par jour, je pense que oui, on peut essayer de les arrêter pour voir si ça va mieux. Mais moi, en tout cas, je les arrête. Enfin, je les fais pas arrêter systématiquement, surtout si on n'a pas beaucoup, quoi. Si c'est moins de 4 prises par jour, pour moi, il y a pas de risque. Ok, merci beaucoup Luce pour toutes ces explications. On va maintenant donner la parole au docteur Adam Sellier, qui travaille également à la Pitié-Salpêtrière, qui est neurologue et réanimateur, et qui va pouvoir nous parler d'une part des spécificités concernant la ventilation des pathologies neuromusculaires, ce qui sort un peu du domaine de la neurologie, et d'autre part de la sclérose latérale amyotrophique. Alors, je te laisse arrêter le partage, Luce. Ouais, alors. Ouais, c'est bon. Merci beaucoup, et je vois qu'Adam est là. Et c'est à moi. Ouais, est-ce que vous m'entendez bien? Ouais, parfaitement. Trop bien. Et c'est bon pour le diapo? C'est parfait. Merci beaucoup. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis Adam Cellier, je suis médecin en MIR, neuro à la Pitié-Salpêtrière. Je suis effectivement neurologue de formation, mais aujourd'hui, j'ai un diplôme de réanimation. Et donc, je vais vous parler déjà assez rapidement, mais avec quelques messages clés sur plutôt le sevrage ventilatoire, hein. Je voulu axer là-dessus parce que c'est surtout là-dessus qu'il y a des spécificités chez les neuromusculaires plus que la ventilation en elle-même. Je vais quand même vous donner quelques messages sur la ventilation, et puis après sur la SLA, qui est une autre pathologie neuromusculaire que vous allez rencontrer, et qui a bien sûr des enjeux différents des deux autres pathologies qu'on a vues avant. J'ai aucun lien d'intérêt à déclarer dans ces deux sujets. Alors, avant de parler de sevrage ventilatoire, je voulais faire un petit peu une micro-synthèse des deux topos qu'on a eu précédemment pour appuyer sur un élément qui est vraiment très important pour vous, que ce soit réanimateur ou neurologue, c'est identifier la gravité de ces patients et savoir quand est-ce qu'il faut procéder à une intubation. Et globalement, c'est une évaluation clinique qui est difficile à faire. Il y a quelqu'un qui a un micro allumé, les amis. Une évaluation clinique qui est difficile à faire et qu'il faut apprendre à maîtriser durant votre internat. Euh, Pourquoi elle est difficile à faire? Parce qu'on est habitué à la détresse respiratoire aiguë du patient BPCO, du patient avec sa pneumonie. Et là, c'est des patients neuromusculaires qui vont présenter donc des signes beaucoup moins importants, beaucoup plus frustres. Il y a vraiment un micro qui est élevé. Je suis désolé. Si on peut essayer de l'éteindre, merci beaucoup. Euh, donc des signes plus frustes, et donc il faut que vous sachiez examiner une déglutition, examiner un patient allongé pour évaluer son diaphragme, sa force de toux, et c'est ces éléments-là qui vont être déterminants dans la décision d'intuber, avec aussi bien sûr, et ça c'est très important pour le Guillain-Barré, ça a été dit précédemment, la vitesse d'installation des symptômes et cette pente d'aggravation qui va être complètement déterminante dans le choix d'intuber ou non un malade. Et donc là, un petit message, on en a un petit peu discuté sur la VNI. Le message clé là-dedans, c'est qu'on ne fait pas de VNI à un Guillain-Barré. Un patient Guillain-Barré qui devient hypercapnique, c'est une intubation sans discussion, parce que l'évolution est trop lente pour espérer améliorer les choses avec votre traitement sans risquer l'arrêt respiratoire. Donc pas de VNI chez le Guillain-Barré. Chez le myasthénique, effectivement, la VNI peut être tentée le temps que les anticholestérasiques, les IGIV ou les plasmaphéreses et après les corticoïdes fassent effet. Ça reste quand même une approche assez un peu cavalière. Et donc il faut vraiment garder un œil sur les patients extrêmement rapprochés, et d'échec, rapidement intuber des patients glycémiques qui ont besoin de l'être. Encore une fois, il faut pas trop jouer avec ces patients entre guillemets. Sur la ventilation en elle-même, il n'y a pas grand-chose de spécifique pour les patients neuromusculaires. Peut-être un seul élément à dire, c'est que c'est les patients qui vont être ventilés de manière prolongée, mais qui vont rapidement être désédatés. Il n'y a aucune raison de les garder sédatés malgré leur ventilation. Et donc, c'est des patients voilà, qui sont un peu particuliers parce qu'ils sont bien réveillés, mais ils sont ventilés, et parfois ventilés en vac malgré une vigilance complètement parfaite. Et dans ce cas-là, il faut souvent penser à augmenter un peu le volume courant de votre insufflation, ne pas rester à 6 millilitres kg, mais plutôt à 8 millilitres kg,
pour améliorer la tolérance et le confort des patients. Être ventilé à 6 000 kg, c'est extrêmement inconfortable. En dehors de ça, il n'y a pas de spécificité sur la ventilation. Par contre, il y en a sur le sevrage des neuromusculaires. Et donc là, je vais utiliser deux études récentes de 2025. Une à gauche, qui est un centre expert qui est le nôtre, sur le sevrage des myasthénies, et un à droite, qui est une cohorte multicentrique rétrospective de réanimation non experte et qui s'intéresse au sevrage et des Guillain-Barré et des myasthénies. Donc, intéressant d'avoir un petit peu les deux facettes entre expert et non-expert. Et globalement, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que c'est un sevrage qui est souvent long. Un Guillain-Barré ou un myasthénique qui se retrouve intubé ne sera souvent pas extubé dans les heures ou les jours qui suivent. Et globalement, dans ces études, on montre qu'il y a quasiment un patient sur deux qui aura un sevrage prolongé, c'est-à-dire une période de plus de 7 jours entre la première épreuve de sevrage et le succès de l'extubation. Donc un sevrage qui peut être difficile, et c'est notamment vrai chez les Guillain-Barré. Un sevrage qui est difficile, avec un risque d'échec d'extubation qui peut être important et qui va être en fait assez différent entre les centres, là aussi experts et non experts. On retrouve nos deux études. Dans notre centre, chez les patients myasthéniques, on a un échec d'extubation, vous voyez, qui est très faible, parce qu'on a une expérience très importante, et peut-être qu'on attend un petit peu plus pour les extuber. Et dans la cohorte de réanimation non expert, vous voyez que ça peut quand même monter jusqu'à 30% d'échecs d'extubation, que ce soit chez des patients myasthéniques et des patients Guillain-Barré. Et donc, quand débuter le sevrage, eh bien, j'utilise ici, et je crois que je ne l'ai pas dit au début, une petite revue qu'on a fait il y a 1 an et demi pour la revue MIR, et que je vous conseille de lire, qui reprend un petit peu les différents éléments de la ventilation et de l'insuffisance respiratoire aiguë du patient neuromusculaire. Quand débuter le sevrage du patient myasthénique ou du patient Guillain-Barré, il y a des éléments qui sont évidents pour les réanimateurs ici, bien sûr. Comme d'habitude, il faut qu'ils soient bien conscients, stable sur le plan hémodynamique et respiratoire. Ça, c'est habituel. Il faut que le trigger, et notamment chez le patient myasthénique, ait été traité, qu'on soit à distance d'une infection. Il faut bien sûr que le traitement immunomodulateur soit terminé, ou en tout cas qu'on lui ait laissé le temps de faire effet. Et enfin, et ça c'est finalement le plus important et en même temps le plus difficile, il faut pouvoir évaluer l'amélioration des symptômes de la pathologie sous-jacente, et donc évaluer la toux, la force motrice, si possible la déglutition. Et ça c'est difficile à faire chez un patient intubé. Et donc, quid du sevrage en lui-même? Le maître mot, c'est que c'est une épreuve qui doit être prolongée. Vous ne pouvez pas appliquer une épreuve de sevrage habituelle de 30 minutes à un patient neuromusculaire intubé en réanimation. Elle doit être prolongée, elle doit durer au moins 2 heures, et en fait, elle peut durer souvent plus longtemps que ça. Et sur les cas notamment de patients myasthéniques très graves, qui peuvent s'épuiser progressivement au bout de plusieurs heures, on est parfois amené à faire des sevrages très prolongés. Euh, le sevrage, il peut se faire en zip ou en T-tube, ça comme vous avez l'habitude. Mais ce que nous, on fait aussi dans le service, ça c'est vrai que c'est une approche du service en tant que tel, c'est on fait souvent au moins une partie de l'épreuve de sevrage en T-tube pour dégonfler le ballonnet et essayer d'évaluer un petit peu la déglutition des patients, notamment qui restent très bulbaires. Parce que c'est vrai qu'il peut être amélioré sur le plan diaphragmatique. S'il reste très bulbaire, ça sera une cause souvent d'échec d'extubation. Et donc, on essaye d'approcher en dégonflant le ballonnet chez un patient intubé, d'évaluer cette déglutition. Ça reste très imparfait, et parfois, malheureusement, c'est l'extubation qui permet d'évaluer cette déglutition. On peut bien sûr essayer de faire des mesures, notamment de la capacité vitale. Et globalement, si on est sur un échec, mais surtout si on est sur des durées de ventilation qui apparaissent comme étant prolongées, on a quand même recours à une trachéotomie de manière assez facile chez ces patients pour améliorer et le confort, le temps de laisser la maladie s'améliorer. Parfois, ça peut être très long. Et aussi faciliter le sevrage. C'est vrai que c'est beaucoup plus facile de faire ces épreuves de sevrage prolongées chez les patients trachéotomisés.
Je m'arrête là pour le sevrage spécifique du patient neuromusculaire. Peut-être si vous avez une ou deux questions en lien avec ça, comme ça on clôture un petit peu ces deux premières pathologies. Et puis après, je continue sur la SLA. Et je ne sais pas s'il y a des questions. Bon, je vous laisse les poser en 2 secondes. Je remets mon partage. Moi, je me demandais juste en 2 minutes Ouais. si tu as une idée du pourcentage de patients que vous trachéotomisez dans cette pathologie. C'est de tête là comme ça, tu Ouais. dirais que c'est plus Euh, sur deux? c'est c'est à peu près entre 30 et 50%. C'est quand même plus fréquent chez le patient Guillain-Barré. Un Guillain-Barré qui se retrouve intubé, c'est assez rare hein, qu'il s'améliore rapidement s'il en est arrivé au point d'être intubé. Souvent, voilà, plus ça grave rapidement, plus il reste longtemps grave. Et donc, bah, vous en avez déjà tous vu, on est sur des patients qui restent en réanimation parfois plusieurs semaines, plusieurs mois, le temps de s'améliorer. Donc, ces patients-là, ils sont toujours trachéotomisés. Les patients myasthéniques, on peut avoir des améliorations parfois assez rapides ou assez franches qui permettent d'éviter la trachéotomie. Et souvent, nous, dans notre service, et on en voit vraiment extrêmement souvent, je dirais qu'on a tendance, sauf exception, à au moins tester une fois l'extubation si on a déjà une bonne réponse au traitement et à trachéotomiser en cas d'échec répété ou alors vraiment de pathologie extrêmement, extrêmement décompensée. Ok, merci beaucoup. Il y a d'autres questions parce que je ne vois plus le chat à nouveau. Non, c'est bon. Non, là, il n'y en avait pas d'autres. OK. Eh bien, donc, je vous propose de passer donc, sur cette dernière partie qui va traiter de la SLA, la sclérose latérale amyotrophique en réanimation, une autre pathologie neuromusculaire, mais vous le savez, et je sais que le fait d'évoquer cette pathologie tout de suite, ça évoque des idées, probablement des a priori chez tout le monde, hein, une pathologie avec des enjeux différents parce que elle est neurodégénérative, on va le redire, et donc avec un potentiel d'amélioration qui est totalement différent, voire inexistant par rapport aux deux pathologies dont on vient de discuter, donc des enjeux éthiques qui vont être très différents. Et donc, eh bien, je vais commencer par une vignette clinique. C'est un homme de 58 ans qui a un diagnostic de SLA depuis 5 mois avec une forme plutôt spinale. Ça a commencé au niveau du membre supérieur droit et ça s'est assez rapidement quand même étendu aux 4 membres. Là, il marche assez difficilement avec un déambulateur chez lui. Il a une ventilation nocturne qui a été introduite depuis un mois sur une très légère hypercapnie au gaz du sang matinaux, mais sinon il n'en porte pas la journée. Et il a quelques troubles de déglutition, mais c'était quand même assez léger. Pour l'instant, il adapte assez peu ses textures. Il n'a pas de gastrostomie. Il vient aux urgences pour une dyspnée fébrile. Il a fait la veille au soir une très grosse fausse route. Et depuis, il s'en remet pas et il a du mal à respirer et il tousse. Et donc, il vient aux urgences. Aux urgences, l'évaluation, on retrouve un patient qui est Glasgow 15, tachypnéique, normotendu, voire plutôt hypertendu, légèrement oxygéno-requérant en air ambiant, fébrile, avec une mise en jeu des muscles respiratoires accessoires et une respiration abdominale paradoxale. Le gaz du sang sous 2 litres, il met en évidence une acidose hypercapnique avec une légère hypoxémie compensée sous oxygène, des picards qui sont pas très élevés et une absence d'hyperlactatémie. Les questions que pose cette vignette, et c'est vraiment des questions ouvertes auxquelles on va essayer de répondre après durant le topo, c'est est-ce que ce patient a une indication à aller en réanimation en soins intensifs? Alors, celle-là, elle est facile à répondre, hein, tout le monde est d'accord pour dire qu'il a une indication, il a une détresse respiratoire aiguë hypercapnique avec des signes de lutte. Il a donc une indication à aller en soins critiques. Maintenant, la deuxième question, c'est si indication il y a, est-ce qu'il est légitime d'y admettre ce patient? Et donc là, c'est des questions qui rentrent bien plus dans la spécificité de cette pathologie. Et troisième question, si admission en réanimation de ce patient, quel doit être le degré d'intensité des thérapeutiques de réanimation? Des questions donc, qui se posent tout le temps chez ces patients qui ont une sclérose latérale amyotrophique.
Là, donc là, je me vais faire un petit topo. Pour les neurologues dans la salle, ça va probablement être assez simple, mais ça fait toujours du bien d'avoir quelques rappels. Mais c'est pour essayer d'avoir des idées à peu près claires sur ce qu'est la SLA. Globalement, et ça, c'est des mots-clés, c'est une pathologie qui est neurodégénérative, au contraire de nos deux pathologies précédentes, donc avec une destruction neuronale, une pathologie qui touche le motoneurone central et périphérique. Et donc, je me permets un petit rappel anatomique avec cette image d'une review du New England, parce que ça fait toujours du bien d'avoir des rappels. Le neurone moteur ou le motoneurone, c'est l'ensemble du circuit qui part du cortex moteur et qui vient jusque dans la moelle des QC. Et donc, toute cette partie-là, c'est le premier motoneurone, le motoneurone central, le motoneurone supérieur, hein, et qui va ensuite donner une deuxième partie qui va partir de la moelle pour aller innerver le muscle. Et ça s'appelle le motoneurone périphérique, le deuxième ou le motoneurone inférieur. On a donc une partie de ce motoneurone qui fait partie du système nerveux central et une deuxième partie, le motoneurone périphérique, qui fait donc partie du système nerveux périphérique. Et c'est l'entièreté de ce motoneurone qui peut être touchée. Et donc, pour rappel, hein, c'est l'association de ces motoneurones qui, ensemble, entourés d'une gaine, forment un nerf. Et donc, qu'est-ce que ça entraîne très grossièrement? Et après, on va préciser un petit peu. Ça entraîne donc progressivement une paralysie motrice, c'est le motoneurone, donc motrice, une atteinte motrice qui est pure. Et là, je mets en fait un peu de guillemets parce que les neurologues dans la pièce savent très bien qu'il y a des troubles cognitifs qui peuvent être associés à, à la SLA et sur lesquels on ne va pas s'attarder aujourd'hui, mais on va quand même retenir que sinon c'est une atteinte qui est motrice pure et qui va donc évoluer vers une insuffisance respiratoire terminale qui va être ce qui va finalement causer le décès du patient. Quelques repères épidémiologiques, c'est une pathologie qui a une incidence de à peu près 1 à 3 pour 100 000 habitants et une prévalence de 3 à 5 pour 100 000 qui se voit surtout chez les patients d'âge mûr, mais qui peut se voir beaucoup plus jeune, notamment dans les formes familiales, et qui a une survie médiane de 3 à 5 ans, et finalement avec des écarts qui peuvent être assez importants en fonction des formes qu'on va spécifier juste après. Et le décès se fait immanquablement, toujours finalement par insuffisance respiratoire. Et cette évolution, elle va en fait différer selon la forme et le phénotype de la SLA. Les deux phénotypes, et je vais en reparler juste après, qu'on est amené à voir le plus en réanimation, sont aussi celles qui malheureusement euh, ont le pronostic le plus péjoratif. Et vous voyez qu'on a une médiane dans ces phénotypes-là, bulbaire et spinale, qui est qui est assez faible. Il y a d'autres formes, par exemple les formes qui n'atteignent que le premier motoneurone, le motoneurone central, qui donne souvent peu d'atteintes respiratoires. Et vous connaissez par exemple un très fameux patient qui est Stephen Hawking, qui peuvent avoir au contraire des durées d'évolution de maladie qui peuvent être extrêmement longues. Donc Stephen Hawking, c'est vraiment, malheureusement, c'est pas du tout le patient typique, au contraire, hein, des SLA, mais donc on a quand même une variété d'évolutions. La majorité des patients évoluent finalement quand même assez rapidement. Cliniquement, ça c'est juste pour se mettre en tête quand est-ce que je pense à la SLA devant un patient qui souvent vous êtes appelé pour une défaillance respiratoire. C'est un patient qui présente une faiblesse motrice avec une hyperréflexie un signe de Babinski et en même temps une spasticité, en même temps une amyotrophie des fasciculations. Et donc là, voilà, vous reconnaissez des signes à la fois centraux et des signes périphériques. Et c'est des patients qui ont une amyotrophie notamment, hein, c'est ça qui saute souvent aux yeux, qui est très importante, diffuse et qui touche parfois des zones assez particulières comme la langue ici, comme les éminences sténare ou hypothénare, et, euh, et donc qui ont ces fasciculations. J'ai malheureusement pas de vidéo à vous montrer, mais ces fasciculations, elles sont vraiment très spécifiques, hein. Et donc un patient qui arrive que vous voyez qui a comme ça une grosse hémitrophie, qui a perdu beaucoup de poids, qui a une atteinte respiratoire diaphragmatique, qui a des fasciculations sur les muscles qu'on peut réussir à mettre en évidence en tapotant un petit peu dessus avec son marteau réflexe. Malheureusement, il y a pas beaucoup de diagnostics. Le diagnostic est souvent assez rapide. Il y a différents phénotypes. Ça, c'est pour que vous compreniez aussi un petit peu les différents types de SLA et les termes qui peuvent
peut être utilisés qui en fait vont différer selon l'atteinte motrice principale, euh, la bulbaire, spinale, comme on a dit, selon la dominance de l'atteinte moteur neuronale. Il y a des formes qui n'atteignent que le premier moteur neurone, que le deuxième, ou les deux. Et puis selon l'atteinte extramotrice, je vous ai dit, il y a des atteintes comportementales et cognitives. Et donc ça donne des atteintes qui sont très différentes, sur lesquelles on ne va pas rester. Et je vous montre ici donc les deux principales, hein, les deux tiers des patients ont des formes bulbaires ou spinales, ce qui atteignent et le motoneurone supérieur et inférieur. Et c'est finalement ces patients-là qui ont le plus souvent des atteintes respiratoires, ou en tout cas des dégradations assez rapides qui les amènent en réanimation. J'appuie aussi, vous voyez, sur une toute petite partie des patients, mais qui existe, à peu près 1% des patients, qui rentrent dans la maladie par une atteinte respiratoire isolée. Et donc ça, c'est ces patients-là qu'on va retrouver soit aux urgences avec une plainte respiratoire, mais surtout qui vont se retrouver intubés en réanimation sur un coma hypercapnique d'origine indéterminée et qui vont avoir le bilan diagnostique de la maladie qui va se faire en réanimation intubée. Et ça, c'est souvent malheureusement des situations qui sont extrêmement difficiles parce que derrière, ils ont tout de suite déjà un sevrage qui va être très compliqué. Donc, c'est une entrée dans la maladie qui est des plus, bien sûr, catastrophique. Heureusement, c'est assez rare. Je ne vais pas m'arrêter longtemps là-dessus. J'avais même prévu d'enlever cette diapo, juste pour vous dire qu'il y a 10 à 15% au moins 10 à 15% de formes familiales de SLA, probablement un petit peu plus, parce qu'on retrouve finalement aussi des mutations sur les formes dites sporadiques. Et, euh, et il y a peut-être, on ne va pas retenir les noms, une mutation que vous allez retrouver juste derrière, pour laquelle il y a un traitement intratécal qui permet un très léger ralentissement de l'évolution. C'est pas non plus la panacée. Mais globalement, il y a à retenir pour vous, c'est que ça n'impacte pas la prise en charge du réanimateur de cette mutation. Ça impacte beaucoup plus le neurologue sur l'accompagnement du patient pour évaluer et le pronostic et la durée, l'évolution de la maladie, etc., etc. Les traitements médicamenteux, je pense que c'est un secret pour personne, pour rappeler que malheureusement, il n'y a pas de traitement aujourd'hui pour la SLA. Les traitements qui existent aujourd'hui ont un effet extrêmement modeste et on ne va pas s'y attarder, mais c'est des noms qui peuvent être importants à connaître pour, si vous les voyez dans l'ordonnance d'un patient, ben, tout de suite comprendre la maladie qui le concerne. Et une autre partie de la prise en charge que vous connaissez bien, c'est la VNI. La VNI qui aujourd'hui est utilisée de manière, enfin, de plus en plus précocement chez ces patients, chez les patients diaphragmatiques. Ça, c'est l'étude de 2006 qui a montré de manière randomisée une amélioration de la survie chez les patients SLA qui avaient une atteinte diaphragmatique et une VNI qui était introduite. C'était une petite cohorte, hein, c'était 40 malades. Mais aujourd'hui, il y a d'autres études qui montrent que plus cette VNI elle est introduite précocement et plus la survie est augmentée. Et donc finalement, il n'y a pas beaucoup de traitements. Et la prise en charge du patient SLA, elle est surtout multidisciplinaire avec une approche qui est surtout basée sur l'accompagnement à la fois du patient et des proches, la mise en place d'aides pour permettre de garder une qualité de vie qui soit le plus optimale le temps que ça soit possible. En réanimation, quels sont les motifs d'admission des patients en réanimation? Eh bien, ce n'est pas très difficile à comprendre. Si la totalité des patients finissent par décéder d'une insuffisance respiratoire aiguë, eh bien, c'est pour une insuffisance respiratoire aiguë qu'ils sont admis en réanimation. Ça, ce sont des données qui ne sont pas encore publiées sur une cohorte de patients entre 2016 et 2022, de patients SLA admis en réanimation sur la pitié. Et vous voyez que sur les 209 patients en 6 ans, il n'y en avait que 52, donc moins d'un quart, qui n'étaient pas admis pour une insuffisance respiratoire aiguë. Et dans ces cas-là, c'était des arrêts cardiaques, des embolies pulmonaires, des échecs ou des complications liées à une pose de gastrostomie. Donc finalement, c'était assez rare. Donc la majorité, quasi-totalité, on va dire, des patients viennent pour une insuffisance respiratoire aiguë en soins intensifs. Et, euh, et donc, comment est-ce que ces patients sont pris en charge? Quel est leur pronostic? Eh bien, pour ça, je vais essayer deux études. Un, vous allez voir, c'est assez
centro-centré, mais en fait, il n'y a pas beaucoup de centres qui font de la myasthénie. Et je vais juste expliquer pourquoi la pitié, on en fait pas mal. C'est parce qu'on a un centre de référence de la SLA sur la pitié qui concentre à peu près 25% de tous les SLA français. Sur les 25 centres, celui de la pitié en concentre 25% et c'est à peu près 1000 à 1500 patients en file active. Donc c'est vraiment énorme, ce qui fait qu'on est on est forcément confronté à cette pathologie de manière assez fréquente. Donc ça, c'est une première étude qui s'est intéressée aux patients SLA en réanimation sur 10 ans, entre 2006 et 2016, sur la pitié. À ce moment-là, sur ces périodes, il n'y avait que 50% qui recevaient de la VNI, de la VNI. Il y en avait 20% qui arrivaient en réanimation déjà intubés et quelques-uns encore un peu plus qui étaient intubés durant le séjour. Il y en avait 7 qui avaient déjà une trachéotomie et 12 sur les 90 qui recevaient une trachéotomie durant le séjour. Il y avait une mortalité de 33% en réanimation et une mortalité qui montait à 71% à un an. Donc, un passage en réanimation qui était quand même témoin probablement d'une gravité de la maladie importante et derrière d'une évolution vers le décès. Et donc, notre étude qu'on est en train de publier, qui ressemble au moins sur la construction, c'est une période qui est plus courte, vous voyez, 2016 à 2022, mais plus de patients qui sont admis pour une insuffisance respiratoire aiguë en réanimation et des chiffres de prise en charge qui ont un petit peu évolué avec une majorité des patients qui sont traités par ventilation non invasive, seulement 13% en totalité qui sont intubés et en fait la majorité sont intubés en préhospitalier ou dans un autre centre avant de nous être transférés. Il n'y en a quasiment aucun qui est intubé à la pitié. Et seulement 3 trachéotomies qui sont réalisées durant le séjour, contre 12 au préalable sur moins de patients. Par contre, les chiffres, vous voyez, de mortalité sont quasiment identiques, avec 30% avec 25% en intra-réanimation et 74% à 1 an. Les éléments intéressants de cette nouvelle étude, dont je vous montre les résultats presque en avant-première, il y a très peu de personnes qui ont vu ces données, c'est qu'on a mis en évidence probablement un élément pronostic majeur chez ces patients admis en réanimation, patients SLA admis en réanimation pour une insuffisance respiratoire aiguë, c'est la présence d'une hypoxémie à l'admission avec, vous voyez, un autre ratio qui est vraiment majeur pour la mortalité et des courbes voyez, qui se différencient de manière très importante. Donc, probablement un signe que c'est des patients qui ont des troubles de déglutition, qui s'encombrent, qui s'infectent, et en fait qui témoignent d'une pathologie assez avancée. Mais donc ces patients qui sont admis en réanimation, la question est qu'est-ce qu'ils deviennent? Est-ce que vraiment il faut les admettre en réanimation? Et c'est un peu là-dessus qu'on va essayer de terminer cette présentation. Ça, c'est pareil. Encore une fois, c'est pas encore publié, hein, mais c'est une donnée qui nous semble très importante. Sur tous les patients qui sont admis en réanimation, vous voyez qu'à 3 mois, eh bien, on en a une proportion très notable qui est décédée. Mais le reste de la population, finalement, est rentré à la maison. Il y en a quelques-uns qui sont encore à l'hôpital et quelques-uns qui sont perdus de vue. Mais la grosse majorité des non décédés, ils sont rentrés à la maison, ils ont retrouvé leur vie qui est probablement difficile, mais qui est la vie qu'ils ont réussi à mettre en place et parfois, et même souvent avec une qualité qui est finalement pas si mauvaise que ça, selon leur avis, hein. Et, euh, et donc qui reprennent le cours de leur vie. Et donc, nous, ça nous paraît un message important. C'est des patients, comme je l'ai dit, qui sont très peu intubés, qui sont traités majoritairement par VNI. Et pour ceux qui survivent, rentrent à la maison. Et donc, eh bien, je vous propose un petit arbre décisionnel qu'on a là aussi fait dans cette revue MIR de 2024, devant une insuffisance respiratoire aiguë d'un patient SLA. Globalement, il faut connaître les caractéristiques de sa maladie, la forme, la date du diagnostic, la durée d'évolution et la vitesse d'évolution, l'environnement du patient, l'autonomie, la présence d'aide à domicile, la présence d'une VNI et la durée d'utilisation quotidienne, l'existence de directives anticipées, et ça vraiment je m'arrête dessus, c'est vraiment central dans cette maladie, d'avoir, si possible, abordé ces questions-là
le plus tôt possible. Et donc là, c'est pas moi qui joue ce rôle-là, c'est bien sûr nos collègues de neurologie. Et je sais, pour en discuter souvent avec eux, que c'est pas toujours facile de pouvoir aborder ces questions-là dans une pathologie aussi difficile qu'est la SLA. Mais bien sûr, et ça vous êtes habitués, plus ces discussions de manière anticipée, plus c'est agréable et confortable pour le réanimateur qui se retrouve face à un patient en insuffisance respiratoire aiguë. S'il a des signes de gravité, ça on va pas s'y arrêter. S'il n'y en a pas, il vient bien sûr pas en réanimation. Et s'il y en a, notre point de vue, nous, à la Pitié-Salpêtrière, c'est que, sauf décision éthique collégiale contraire, et donc liée aux directives anti-P ou liée à une maladie qui est vraiment trop évoluée, ça nous semble légitime d'admettre ces patients en réanimation, mais avec une approche qui est le plus possible non invasive. Et donc, une prise en charge par VNI, avec une VNI qui est, vous le savez, bien mieux faite en réanimation ou en USC qu'à la maison ou en salle, des manœuvres respiratoires externes et de la kiné et de l'insufflateur exsufflateur mécanique. Et enfin, une antibiothérapie en cas de suspicion de pneumonie. Si c'est un succès, et vous avez vu que ça peut l'être de manière pas si rare que ça, eh bien, on est content et le patient rapidement sort de réanimation et rentre à la maison parce qu'il a souvent déjà un domicile qui est adapté pour le récupérer. Si c'est un échec, notre approche, c'est bien sûr de tout faire pour éviter l'intubation orotrachéale. Et ça, c'est donc des discussions qui, si elles ont eu lieu auparavant, sont beaucoup plus faciles enfin, c'est une décision qui est beaucoup plus facile à faire en fonction des discussions qui ont lieu au préalable. Notre approche, encore une fois, c'est d'éviter, tant que faire se peut, d'intuber ces malades avec un risque sinon d'un sevrage au décours qui est extrêmement difficile. Si les patients se retrouvent intubés, euh, le plus souvent, ça évolue vers un arrêt des traitements de réanimation en accompagnant vers une fin de vie. Parfois, on peut proposer une tentative d'extubation avec un relais VNI et une décision souvent de non-réintubation. Et parfois, et donc là c'est extrêmement rare, et je vais terminer là-dessus juste après, très rarement, on en arrive à discuter d'une trachéotomie, et on va le discuter enfin juste après, c'est une thérapie d'exception. Donc si on reprend notre vignette clinique, après ce topo, eh bien, l'élément qui nous manque donc dans cette vignette, c'est l'existence de directives anticipées, de discussions d'intensité de soins avec le patient. Et globalement, ce patient, s'il m'est proposé une nuit et que j'ai de la place, ça ne me semble pas illégitime de l'admettre dans mon service pour lui proposer une VNI, des antibiotiques et un accompagnement en réanimation de 1 ou 2 jours pour régler les problèmes. Mais encore une fois, s'il devait se dégrader malgré cette approche-là, l'idée, ça serait de tout faire pour éviter de l'intuber. Et donc, peut-être que, et souvent, finalement, ces discussions, elles ont quand même lieu un peu en urgence la nuit avec le conjoint et le patient en détresse respiratoire, malheureusement. Et donc, on va finir par la trachéotomie. Là, c'est quelque chose, voilà, je vais essayer d'être assez factuel et surtout pas donner d'avis, parce que c'est un sujet qui est assez touchy, vous devez le savoir, avec aujourd'hui des patients qui militent un petit peu pour un accès accru à la trachéotomie. Donc, je vais essayer de rester factuel. Globalement, c'est une thérapeutique qui est extrêmement peu réalisée en France, avec des différences par rapport à d'autres pays qui sont très importants en rapport avec des différences culturelles. Et pour vous donner des chiffres, en France, on est à moins de 5% des patients qui ont une trachéotomie. Au Japon, c'est à peu près 30% des patients SLA qui vont être trachéotomisés. C'est vraiment très important. Et bien sûr, ça augmente la durée de vie de ces patients de manière parfois énorme. Mais sans forcément, et là il y a peu d'études, mais finalement ça le montre, sans forcément d'amélioration de la qualité de vie, voire plutôt une diminution de cette qualité de vie. Et ce qu'il faut bien entendre, c'est que en posant une trachéotomie, eh bien, on chante un petit peu l'évolution qui aurait dû, entre guillemets, naturellement entraîner le décès du patient, mais par contre, la maladie sous-jacente, elle, continue bien sûr d'évoluer. Donc les patients développent avec leur trachéotomie progressivement un locked-in syndrome.
un locked-in syndrome, et c'est ça les termes, un locked-in syndrome avec progressivement une incapacité à communiquer. Donc il n'y a pas de recommandation. Sur la petite salpêtrière, l'approche, c'est globalement pas de trachéotomie, sauf extrême exception. Et donc, pour vous dire les chiffres, sur les plus de 1000 patients de la file active, c'est une question qui se pose 1 à 2 fois par an maximum à la pitié et qui est réalisée moins d'1 fois par an. Le hasard fait qu'on a mis une RCP euh, extrêmement récemment en place pour faire ces discussions. Et que la première a eu lieu aujourd'hui, donc hasard du calendrier. Et bon, on s'est réunis à plus de 20 et l'avis a été défavorable, malgré un patient qui le demande de manière répétée de procéder à une trachéotomie. C'est des éléments qui vont être pris en compte de manière globale, hein, de la maladie, du patient, de son entourage, et qui forcément a un impact tellement majeur et sur le patient et son entourage qu'elle ne peut pas être pris à la légère. Et donc, je vais venir avec des questions un petit peu, on va dire, philosophiques ou éthiques sur la SLA, qui, vous l'avez compris, est quand même une pathologie très particulière et donc qui remue en nous des biais qui sont très importants. Qu'est-ce qui guide réellement nos décisions face à un patient atteint de SLA? Pourquoi est-ce qu'on a très souvent une réaction aussi épidermique face à cette pathologie en particulier? Je vous l'ai montré, il y a une survie des patients qui peut être très variable selon les formes, l'évolution et les patients. Et donc des patients qui ont peut-être au moment où vous êtes appelé une survie qui peut être très prolongée s'ils passent le cap de cette détresse respiratoire aiguë. Et pourtant, très souvent, ils font face à un mur à l'arrivée en réanimation. Pourquoi est-ce qu'elle nous semble donc différente des autres maladies chroniques graves? Et par exemple, ces dernières années, on a vu, j'en suis ravi, une évolution importante sur l'approche des patients en oncologie, en réanimation. Peut-être qu'il sera temps aussi de revoir certaines idées reçues de ces patients SLA. Et enfin, et là c'est une question que je vous pose un peu rhétorique, hein, à partir de quand est-ce que vous avez appris à penser que la SLA pose un problème en réanimation? Et donc là, je fais appel à tous les biais qu'on reçoit durant nos études, à ce compagnonnage qu'on reçoit, mais donc qui nous transmet aussi certaines idées. La SLA, c'est une maladie qui est difficile, qui nous met face, bien sûr, à nos propres limites, mais aussi à nos biais et à notre rapport au handicap qui parfois est compliqué. Et c'est normal que ce soit difficile. Voilà, je vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous avez des questions par rapport à ça ou toutes questions en rapport avec la réanimation neuro. Merci beaucoup. Bien, merci beaucoup Adam pour ce topo. Franchement, super complet sur la SLA, parce que tu as à la fois rappelé la maladie, puis tu as aussi abordé toutes les questions difficiles en lien avec l'intensité des soins que peut demander cette maladie. Est-ce que juste rapidement avant qu'on finisse, il y a des questions là par rapport à la SLA euh, ou aux ventilations, parce que c'est vrai on a enchaîné un petit peu rapidement sur les deux. J'ai pas l'impression. Je vois rien sur le chat. Ah, non. Écoutez, bon, on va tranquillement finir ce webinaire là qui dure depuis à peu près 1 heure et demie. On était plus de 75 au début. Là, on est tombé un petit peu en dessous des 50, mais on est resté très nombreux. Donc c'est super. Merci à tous d'avoir écouté. Merci à nos 3 intervenants qui nous ont fait encore une fois des topos super, très Il y avait intéressants. une petite Ah, question pardon, de ouais, Benjamin, si tu veux. effectivement. Ouais, bien sûr, Vas-y. tu l'as lu ou pas? Ou tu veux que je te la lise? Ouais, La question, c'est que... je crois que Louis avait posé un peu cette question sur le timing de la trachéotomie globalement. C'est souvent, non, c'est quasiment jamais moins d'une semaine le temps que les choses se mettent en place, qu'on évalue un petit peu la gravité de l'atteinte et encore une fois, et le Guillain Barré, par exemple, c'est très important d'avoir une vision de cette pente d'aggravation et donc derrière aussi de récupération. Donc, c'est quasiment jamais avant la première semaine qu'on fait une trachéotomie, quasiment jamais. Et là, pour te donner un exemple, on en a actuellement 2 dans le service
qui sont trachéotomisés demain ou après-demain. C'est assez exceptionnel qu'on en ait autant. On n'est pas une réanimation de Guillain-Barré, mais là, c'est vrai qu'on en a deux en même temps. Une jeune patiente et un patient beaucoup plus âgé, et ils sont tous les deux à 2, 3 semaines d'intubation et ils vont recevoir la trachéotomie dans 2 jours. Et c'est à peu près toujours comme ça. Et- Et donc la RCP trachéotomie, alors là, c'est vraiment, je vous ai vraiment parlé de quelque chose qui est tout chaud, hein. C'est vraiment donc je ne pense pas qu'il y ait une discussion sur le recours à d'autres centres, mais je ne pense pas que ça y soit fermé. Mais pour l'instant, l'idée c'était vraiment de, de- voilà, on a eu tellement de situations difficiles, et vous imaginez bien qu'avec les différentes équipes que ça implique, que sont la neurologie, la pneumologie, la réanimation, ben forcément c'est toujours des situations en fait qui sont très délicates. C'est déjà pour répondre à ces difficultés-là qu'on a mis en place ça. Et après, bah, s'il y a il y a des questions très difficiles dans d'autres sens, on ne peut pas hésiter à nous contacter et on peut au moins vous donner des, des- des aides de réflexion. Et après, pourquoi pas participer à la RCP, il n'y a pas de souci, je pense, mais ça n'a pas été discuté pour l'instant. Super, bah merci beaucoup pour ces réponses, Adam, et merci à tous pour votre participation. On va clôturer la session parce il est déjà assez tard. En tout cas, merci beaucoup à tous pour ce point complet très riche et très transversal entre réanimation et neurologie. J'espère que vous avez appris des choses. En tout cas, moi, j'ai appris pas mal de choses. Donc le webinaire sera disponible sur YouTube. On vous transférera via les canaux habituels le lien dans les prochains jours. Et je remercie encore une fois tous les intervenants d'avoir bénévolement accepté de consacrer leur soirée à la formation des jeunes internes. Merci encore à tous et à Avec bientôt. plaisir. Merci, au plaisir. Bonne soirée tout le Bonne monde. soirée. Allez. Au revoir.